Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo qui va parler essentiellement des vannes EGR. Alors, vous avez vu dans mes vidéos que régulièrement, je supprime tout ce qui concerne les vannes EGR sur le V10 Touareg. Alors, selon les versions et les années, on peut avoir plusieurs types de pilotage des vannes EGR. Ici, on est sur une vanne EGR qui date des années 2003-2004. Elles sont pilotées pneumatiquement avec une électrovanne qui est raccordée au faisceau. Et après, en fait, ça a évolué. C'est devenu un petit moteur électrique qui est piloté directement par le faisceau électrique. Donc ça, c'est les deux types d'électrovannes que vous allez pouvoir trouver, vannes EGR, pardon, que vous allez pouvoir trouver sur le V10 en règle générale. Vous avez deux versions possibles. Et puis ici, vous avez le volet qui vient couper l'air régulièrement. Quand vous arrêtez votre moteur, c'est ce qu'on appelle un étouffoir qui va gérer le volume d'air. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça, on peut totalement s'en passer. Moi, régulièrement, je garde la partie ici que je vais vous montrer après et je supprime directement le petit volet au cas où la vanne EGR dans la programmation n'a pas correctement été neutralisée et quelquefois on peut avoir un volet qui se referme et on s'en rend pas compte et ça étouffe le moteur. Donc on peut totalement supprimer ces volets-là. Une fois qu'on a supprimé les vannes EGR, ça n'empêche pas du tout le moteur de fonctionner normalement. Alors vous avez vu dans les vidéos en fait que j'enlève toutes les canalisations, le matériel qui est lié aux vannes EGR et que je condamne les entrées et les sorties de vannes EGR. Donc ici, ça correspond à cette partie-là qu'on vient obturer avec une plaque en métal et de vis. Vous faites un petit joint au silicone spécial véhicule, donc le silicone noir dont j'ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Et puis vous serrez ça et vous venez obturer en fait la partie insertion des gaz chauds dans l'admission. Donc c'est la même chose pour cette partie-ci. La partie pilotée électriquement, c'est exactement le même principe. Donc on vient fermer cette partie-là. Et on ferme aussi, bien sûr, la partie collecteur échappement. Alors ici, bon, là on ne le verra pas parce qu'il y a les carters. Alors j'enlève le carter tout de suite et je vous montre ça. Voilà. Donc ici, carter enlevé, on voit, vous voyez la petite plaque ovale en bas sur le collecteur d'échappement. En fait, c'est la partie qui envoie les gaz vers la vanne EGR et qui ensuite l'intègre dans l'admission. Donc, pour arriver à ce résultat-là, vous voyez, donc ça c'est suppression des vannes EGR dans sa plus simple expression, avec réutilisation des vannes d'origine mais modifiées. Vous voyez l'écrou qui dépasse, donc ça c'est juste pour obturer le trou d'axe du volet de papillon. En fait, je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. Ça coûte 0 €, c'est un peu de meuleuse, un peu de limage, une vis, un coup de joint, et on se retrouve avec un support d'origine qui est capable de reprendre votre durite haute pression turbo sans le moindre problème, et ça fonctionne très bien, et puis ça paraît être d'origine. Donc en fait, cette vanne-là, en fait, au départ, c'est celle-ci. Que j'ai simplement coupé. Donc vous voyez ici cette partie-là, on la découpe proprement. Ici on a donc le fameux papillon avec l'axe. Ici en fait on a juste un petit cache qu'on peut faire sauter pour déverrouiller l'axe. Une fois qu'on l'a coupé ici, on vient l'obturer avec la vis que je vous ai montré. Donc en fait on arrive à faire quelque chose de très propre en découpant correctement à l'axe, vous voyez. L'arrière, en fait, c'est la partie avec la petite capsule, on n'y touche pas. Ici, on vire l'axe, on obture avec une vis et un écrou à l'intérieur de la vanne EGR. Et puis, on a quelque chose qui est très propre, qui paraît être d'origine. Et en fait, là, on n'a plus du tout de vanne EGR sur ce véhicule.
Alors bien sûr, on prend le soin de nettoyer les admissions, hein, parce que comme vous pouvez le voir, ça charge pas mal. Et là encore, c'est pas le maximum, hein. J'ai déjà vu bien pire que ça. Donc ça peut charger à 50% l'ouverture de l'admission d'air. Donc là, ici, on a une ouverture qui fait environ 70. On peut être réduit de moitié, donc on se retrouve à 35, quoi. 3 cm 5 d'admission d'air. Donc forcément, vous avez un moteur qui souffre, un moteur qui a du mal à respirer, un moteur qui consomme de l'huile, qui consomme tout court un peu plus, puisqu'il a du mal à donner sa puissance. Et puis bon, bah, tout ce que vous ne mettez pas dans la nature, vous le mettez dans votre moteur, comme je le dis souvent. Même si j'adore la nature, en fait, vos moteurs souffrent énormément à cause de ça. Et puis vous dénaturez votre huile beaucoup plus vite, du coup, parce que tout ça, ça finit dans l'huile à un moment ou un autre. Et donc, il y a moyen de simplifier, simplement comme ceci. Alors, la simplification, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Alors, vous voyez ici, on a la prise d'origine de la vanne EGR, hein, on l'a de chaque côté. On a d'autres prises qui sont des prises, alors sur ce modèle-là, elles sont sur le côté gauche, on ne le verra pas là, qui sont les petites électrovannes pour la partie pneumatique. Sur cette version 2003, c'est un pneumatique, qu'on peut aussi à terme supprimer. Mais quand on veut débrancher en fait les vannes EGR, quand on supprime les vannes EGR, on ne se contente pas, de les supprimer mécaniquement, il faut aussi les supprimer électroniquement. Parce que dès que vous la débranchez, déjà vous créez un défaut, hein, puisqu'il y a une absence de la vanne, et le calculateur s'en rend compte tout de suite. Il va vous mettre en mode dégradé, il va vous donner l'info au tableau de bord éventuellement, etc. etc. Donc ça, c'est la première phase la plus facile, le démontage mécanique et la suppression mécanique de la partie EGR. Après, il y a la partie électronique. Donc au niveau des calculateurs, on va devoir travailler dedans pour dire tu ne supervises plus les vannes EGR. Et je vais vous montrer comment. Donc on va devoir supprimer un certain nombre de codes erreurs liés aux vannes EGR pour éviter qu'elles ne remontent au tableau de bord et qu'elles ne vous mettent en mode dégradé. Donc surtout, ne vous contentez pas de supprimer les vannes EGR parce que très vite, vous allez vous rendre compte que vous avez des problèmes au niveau des remontées d'informations et au niveau du mode dégradé. Donc, vous pouvez évidemment aussi supprimer les vannes EGR et les laisser brancher. Donc ça, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Vous supprimez les papillons. Donc, il n'y aura plus d'action du papillon, mais au moins les vannes EGR seront encore présentes dans le circuit. La seule chose, c'est que selon les versions et selon les années, le débit minimum ou maximum du rendement de la vanne EGR peut être supervisé et vous créez des défauts de manque de gaz recyclé au niveau du moteur. Donc ça vous laisse un problème malgré tout qui va remonter et qui risque de vous mettre en mode dégradé. Donc il faut absolument après travailler sur les calculateurs. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, donc sur la partie suppression des vannes EGR, vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos ou alors allez les consulter comment je procède, hein, c'est relativement simple. N'oubliez pas d'enlever le papillon comme je vous l'explique. Éventuellement, faites la modification à partir de cette pièce-ci pour pouvoir accrocher votre durite sans problème. Et alors, je sais qu'il existe aussi des kits tout faits, hein, on trouve ça sur Internet, qui vous permet de supprimer cette pièce-là et de raccorder directement. Mais bon, ça fait un peu trop clinquant, c'est de l'alu brossé, enfin, ça ne suit pas du tout le style du véhicule. Moi, je trouve qu'avec cette pièce-là, on se retrouve avec quelque chose qui paraît être d'origine et qui est relativement facile à faire et qui vous coûte pas très cher, juste un disque, une tronçonneuse, un peu de temps et éventuellement une lime. Vous récupérez un boulon, vous venez obturer, vous voyez, je l'ai fait des deux côtés. Ça, c'est évidemment pour boucher le trou, hein, tout simplement, ça n'a aucune autre activité. Et à l'intérieur, on n'a plus de volet, donc c'est une embouchure, toute simple, toute claire, qui laisse passer les gaz sans aucune contrainte. Voilà, donc maintenant, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment je retravaille les codes DTC qui peuvent remonter de la suppression des vannes EGR. J'ai repris volontairement toute la main sur la reprog afin de fournir un service complet. Je m'étais adressé à une entreprise, mais bon, j'ai eu des soucis, donc je préfère le faire moi-même maintenant. Et donc, je vais vous montrer tout ça.
dans le détail avec les logiciels que j'utilise, la procédure, les outils de reprog. Voilà. Et puis vous allez pouvoir voir un petit peu le résultat de tout ça. Voilà. Donc ne quittez pas, je vous montre la suite. Alors voici, je reprends le sujet des deux calculateurs. Donc ça, c'est mes deux calculateurs de test sur lesquels je travaille régulièrement. Donc là, on parle d'EDC 16U, mais il y a aussi les EDC 16U 31 ou 34, qui sont des évolutions au niveau du Touareg. Les U1, en fait, sont les plus anciens, puisqu'ils datent des années 2000 à 2004. Donc, pour l'exemple, ça suffira amplement. Donc, un truc que vous pouvez faire quand vous voulez identifier l'ensemble des points en défaut lorsque vous avez décablé vos multiples sondes, c'est d'utiliser ce type de connecteur avec un port ODB que vous connectez directement ici sur votre UC. Là-dessus, en fait, on va utiliser une valise d'analyse quelconque qui va simplement ressortir les défauts quand elle va se connecter au calculateur. Et là, vous notez vos multiples défauts affichés. Ça vous donne déjà une première indication sur les défauts flagrants lors du décablage de vos sondes. Donc, vous pourrez déjà les identifier. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc je reviens au sujet. Donc, pour modifier les codes des vannes EGR, il va falloir d'abord récupérer l'ensemble du programme qui est dans votre calculateur. Donc, dans le calculateur, ici, on a deux possibilités de dialoguer avec lui, le port ODB. Alors, je pourrais très bien faire le port ODB en lecture et en écriture, sauf que sur ce type de calculateur, on est souvent bloqué à l'écriture par des sécurités active et un peu aléatoire, ce qui fait que c'est un peu délicat d'écrire en ODB directement dans le calculateur. Donc moi je favorise plutôt le lecteur BDM, qui est en fait ce lecteur qui est équipé de petites aiguilles. Et en fait, on va aller directement se connecter sur les petites pastilles qui sont ici, en commençant par la droite. Donc je vais le mettre en place, puis je vous reprends tout de suite. Donc voilà, le support de lecture est en place. Donc, comme on peut le voir, il est calé sur la droite et les deux dernières sont libres. Donc ici, on est sur un lecteur Ketag qui est alimenté par son port USB et par son alimentation 12 volts. Donc ça, c'est important quand vous mettez votre support en place, c'est de faire hors tension ici. Ça, vous le branchez qu'à la fin. Ça évite toute mauvaise manipulation et envoi de tension sur des bornes qu'il ne faut pas au niveau du calculateur. Il faut être prudent avec un calculateur, c'est fragile. Donc, il ne faut pas faire de bêtises. D'ailleurs, quand on l'ouvre, il faut faire aussi très très attention. C'est assez délicat à faire. Il faut le chauffer en fait sur le contour avec un pistolet thermique quelconque et le décoller à partir des angles ici, sans mettre le tournevis sur les pistes. Donc, toujours rester au niveau des angles et au niveau ici du centre, pour éviter de venir riper sur une piste. Ça m'est arrivé une fois au début où j'ouvrais les calculateurs et bon, il faut faire réparer les pistes après. Donc le Ketag, lui, va permettre de dialoguer directement avec la carte électronique, alors que le caisse, qui est celui-ci, il va dialoguer directement par le port OBD. Donc il pourrait faire des programmations, mais je ne préfère pas le faire avec l'OBD pour avoir eu des galères à écrire dans les calculateurs. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, dans le logiciel, on va choisir le type de véhicule. Donc ici, en fait, on est sur un calculateur de 2003, donc c'est un AYH. On le sélectionne, on voit que ça concerne
l'EDC 16U1. Alors M et S, c'est pour master et slave, donc c'est deux calculateurs combinés. Le master, en fait, vient écrire dans le slave assez régulièrement, et les deux fonctionnent par paire. Donc quand on va écrire, on va travailler d'un côté d'abord sur le master et après sur le slave, et on va devoir le sélectionner dans le logiciel. Bon, là, il nous donne un tas de blabla qui est utile, hein, qu'il faut lire au moins une fois, qui vous donne le type de connexion à faire sur le calculateur, qui vous donne justement les positions dont on parlait. Une fois que vous avez lu ça, que vous avez correctement positionné votre outil, vous faites OK. Donc là, en fonction des calculateurs, vous pouvez avoir des modes de protocole différents. Ici, il n'y en a qu'un seul sur cette version-là, mais sur les U31, il y en a 3 qui sont disponibles, donc il faut faire attention. Donc pour savoir quel mode vous devez utiliser, sur le calculateur, en fait, il est composé de 3 parties. Le microprocesseur, ici c'est un MPC 555. Sur la version U31, c'est un 564. Donc quand on sélectionne le protocole, il nous affiche son contenu, donc on repère si ça correspond à ce qu'on va trouver sur la carte. Ici, il nous donne aussi des indications sur la flash. Donc la flash, c'est une mémoire volatile sur laquelle on va écrire. Et puis ici, carrément, les PROM. Donc les PROM, c'est toute la partie sécurisation, immobilisation du véhicule. Donc ces 3 parties-là, en fait, ça, le microprocesseur, en fait, il fait fonctionner le calculateur. La flash, elle va englober l'ensemble des maps qui vont faire fonctionner le moteur. Et ici, on va sécuriser le véhicule, l'antidémarrage, etc. Donc nous, on va simplement travailler sur la flash. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours faire ce qu'on appelle une sauvegarde full BDM, donc qui va sauvegarder les 3 fichiers. Donc c'est la première chose qu'on va faire, et après je vous montre comment faire pour lire individuellement et écrire. Donc là, on se retrouve dans le menu. Donc dans le menu, on a une partie écriture, lecture, une partie écriture, pardon, et une partie lecture. On peut faire une sauvegarde complète en cliquant ici. Donc là, il va sauvegarder les 3 fichiers. Et on peut aussi faire une écriture complète des 3 fichiers. Mais pour l'écriture, en fait, là, nous, on va s'intéresser que la partie flash externe ici. Vous voyez, c'est marqué Carto. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. C'est là-dedans qu'on va faire des modifications, qu'on va lire et qu'on va réécrire. Mais pour éviter tout plantage et pour pouvoir remettre en mode, je dirais, usine, votre calculateur, faites une sauvegarde d'abord full BDM. Donc ici, en fait, on va cliquer sur Backup. On dit OK. Et là, il va se connecter à l'ECU. Normalement, si tout va bien à droite, il va nous donner le modèle dès qu'il l'aura identifié. Voilà. Donc, il vous donne le firmware, il vous donne le logiciel interne, la version 5264, le numéro de VIN de la voiture concernée. Le type moteur, là on voit que c'est V10, et puis on voit que c'est un EDC 16U, donc A. Donc là en fait il a fait la première chose, il a pris le MPC, ensuite il fait une lecture de la flash. Donc la flash sur cette version-là, elle fait 1024 kilooctets. Sur un U31, elle va faire 2048, faire le double en fait. Donc là il sauvegarde la flash. Donc ça va assez vite, hein. Il faut le laisser travailler. Alors surtout, ne pas secouer la table pendant qu'il est en train de faire une lecture, hein. Ça c'est important. Il faut être délicat pendant ces moments-là. Personne ne doit venir vous perturber pendant ce type de lecture, ou encore plus sur la partie écriture. Donc pas d'enfants autour de soi pendant ce genre de choses. Ça évite toute mauvaise surprise à l'arrivée. Voilà, donc là il arrive, voilà, maintenant il fait la lecture de l'EPROM, donc la 3e partie. Et voilà. Et là il va nous demander si on veut séparer les 3 fichiers. Donc on va dire oui.
Voilà. Donc on va lui donner un nom, on va dire test, et on va l'appeler full BDM. Donc là je dis OK, enfin je dis enregistrer, pardon. Et là il va me demander si je veux. On ne voit pas très bien. Tac, tac, tac. Voulez-vous enregistrer les fichiers séparément? Je vais dire oui. Voilà, il me dit que ça s'est bien déroulé. Alors, petite chose importante, on parle souvent du checksum. Le checksum, en fait, c'est une somme de contrôle qui vérifie à chaque fois la cohérence de votre fichier sauvegardé ou même le fichier que vous allez écrire, afin de ne pas envoyer quelque chose d'erroné qui ne serait pas conforme à l'utilisation du calculateur. C'est pour ça qu'on parle de checksum OK ou non OK. En fait, ils sont valides ou invalides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet outil, le KTag, en fait, il a la fonction de checksum avant d'écrire, donc il fait la correction lui-même, mais on peut, si on a besoin, ou si on utilise un autre outil que le KTag, on peut faire valider le checksum par Winall, par exemple, pour mettre le fichier conforme avant l'écriture. Donc là, ça ne sera pas utile. Donc maintenant, si je vais dans mon fichier, alors là, je vais l'appeler Touareg Test. Donc voilà, on retrouve, alors un peu trop d'éclairage, voilà. On retrouve les trois fichiers, enfin les quatre fichiers, pardon. Donc le MPC, c'est la partie processeur, le FLS, c'est la partie flash, et l'EPROM. Alors, la partie A490, je ne sais pas exactement à quoi elle correspond par contre. Bon, moi je ne vais utiliser que la partie, vous voyez, qui fait 1024 kg, que je vais copier sur ma clé USB. Et ensuite, on va regarder avec le logiciel comment on modifie les DTC qu'on veut supprimer. Je vous reprends tout de suite sur l'autre écran. Voilà, donc là je vais vous présenter un petit logiciel que j'utilise depuis quelques années maintenant. J'avais fait partie des bêta-testeurs sur le site MHAuto. C'est quelqu'un qui avait proposé qu'on puisse s'inscrire et tester son logiciel parce qu'il était en train de le développer. Donc on avait levé quelques bugs justement sur la version U1 qu'il avait corrigé. C'est un petit logiciel qui fonctionne très très bien, qui est en ligne sur Internet. Je vous donnerai les liens. Vous avez un abonnement alors de plusieurs mois. Hein. Là j'ai pris un abonnement de 2 mois en fait. Donc on n'a pas besoin de plus quand on fait une cartographie une fois de temps en temps. L'avantage d'utiliser ce type de logiciel en ligne, c'est on travaille directement avec celui qui le développe. Et puis, ça évite d'utiliser des logiciels qu'on trouve un peu partout sur le net, qui sont des trucs plus ou moins pirates et qui sont distributeurs de virus. Donc, moi, je préfère travailler avec ce type de logiciel qui est suivi, qui évolue en permanence, sur lequel on a un contact si jamais on rencontre une difficulté. Donc, le logiciel s'appelle DTC2, donc là c'est la version 0.71. Donc le créateur c'est David Hunter Pirker, qui, vous voyez, on a le site web, je vous montrerai après le site web, dunt.at. Et donc ça c'est un petit logiciel franchement qui marche très très bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le fichier, on clique là, on ouvre le fichier qui nous intéresse, donc sur ma clé USB, alors la clé USB, elle est là, voilà, donc, ah oui, là il voit pas le fichier parce que je vais pas donné une extension, donc je vais d'abord lui donner une extension. Alors l'extension c'est simplement, on complète le nom de la flash, on va l'appeler .bin. Important pour qu'il puisse le retrouver. Voilà. Donc logiquement,
Voilà, il est ici. Donc là, on va ouvrir le fichier, donc le fichier de la flash, qui fait 1024 kilooctets. Donc là, il travaille, il est en train de l'ouvrir. Donc en bas, il identifie le nom du fichier qui nous intéresse. Il retrouve tout de suite le firmware, la version logicielle, etc. Et ensuite, ici, on va... Alors, vous voyez qu'on a un peu toutes les marques qui sont concernées. Donc, nous, on va choisir évidemment Volkswagen. Donc, on choisit Volkswagen. Tout de suite, il nous propose la liste des UC possibles. Donc, on prend le DC16U1. Et ensuite, on clique sur Process DTC. Donc là, il ouvre le fichier. Vous voyez, il travaille en ligne. Donc, il fait le lien avec un serveur pour sortir la cartographie associée à ce type d'UC. Voilà. Là, il vous affiche donc les DTC par leur nom et par leur valeur hexadécimale, leur statut, donc on il est actif, off il est inactif, et détail info, on va voir comment on fait. Alors, ce qui est intéressant quand on identifie un DTC, c'est de savoir à quoi il sert. Quand je vous montre des chiffres comme ça, à part faire une recherche individuelle sur son action et sa signification, son utilité, c'est assez long à faire parce que là on voit qu'il y en a 2158 qui sont référencés. Donc ce qu'il faut faire en fait sur ce logiciel, qui est très bien fait d'ailleurs, c'est ici, cliquer sur Show DTC. Donc là encore une fois, il se connecte à son serveur. On voit en bas à gauche. Et là, il récupère tous les libellés des DTC. Et tout ça, on va pouvoir le sauvegarder aussi. Après, je vous montrerai comment. Vous pouvez sauvegarder les DTC que vous avez modifiés. Vous pouvez sauvegarder les libellés. Donc, vous avez un suivi complet des libellés que vous allez identifier. Alors, on voit que tous les DTC ne sont pas identifiés. Parce qu'en fait, dans un calculateur, selon les versions, on ne va pas utiliser tous les DTC. Mais quand on déplace le curseur, on en voit un certain nombre qui sont identifiés. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh ben, vous allez me dire, mais d'accord, mais alors sur lesquels j'agis? Alors, c'est pas très compliqué. Donc là, on va simplement parler de l'EGR. On parle de neutraliser l'Evan EGR. Donc en fait, on a la possibilité, alors que je me souvienne, voilà, donc, alors il y a plusieurs possibilités. On va faire une exportation des DTC sous format A2L. Donc là, sur la clé USB, il nous crée le fichier, donc on fait enregistrer. Donc là, il est en train de travailler. Une fois que c'est fait, on va retrouver notre fichier. Il a mis où? Il n'a pas fini en fait. On va attendre qu'il termine. Voilà, donc l'exportation est OK. Donc il a exporté le fichier. Le fichier, on le retrouve ici. Donc ce fichier, en fait, on peut l'ouvrir avec un lecteur Notepad, avec Word, enfin avec ce qu'on veut. Donc on double-clique dessus. Et dedans, on va retrouver en fait tout le contenu identifié des défauts et leur libellé. Donc ici, par exemple, on voit le libellé qui est associé à ce défaut, P0645. Donc, une fois qu'on a fait ça, en fait, dans le fichier recherché, on va taper tout simplement EGR. On fait suivant. Et là, il va nous sortir tout ce qu'il trouve lié au van EGR. Vous voyez ici, on a EGR. Donc c'est une sonde du banc numéro 1
qui regarde en fait la recirculation et la température des gaz qui ressortent. Donc, en fait, le P546, on va pouvoir aller le chercher directement ici à gauche maintenant. Donc, on descend l'ascenseur, on cherche tout ce qui commence par P. Vous voyez qu'il y en a quand même un paquet, hein, voilà. Et on va jusqu'à 500. On était sur quoi? 500, j'ai dit 46. Voilà, 546, il est là. On retrouve le libellé qu'on a vu, qui est ici. Et on le sélectionne et on clique sur DTC Off. Et il va passer rouge. Vous voyez? Donc là, on l'a mis hors service. Donc ça, en fait, on va pouvoir le faire sur l'ensemble des DTC qu'on aura identifiés. Et on a la possibilité ensuite d'en faire une liste. Alors, on fait une liste et en fait, on peut ouvrir une liste. Donc on peut aussi créer sa liste au préalable. Donc je vous montre comment elle est conçue. Vous voyez? Donc ça, il a ouvert la liste et il me propose de les neutraliser. Donc ça, c'est tous les DTC que j'avais déjà sélectionnés. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je voulais d'abord vous montrer la liste. Alors, tac. Est-ce que j'ai rangé la liste? Voilà. Ici, on a une liste que j'avais créée. Donc, on voit ici donc un autre V10. Hein, ce n'est pas la même version, mais peu importe. C'est simplement le rangement que je voulais vous montrer. Donc ici, après avoir identifié tous les DTC qu'on veut éliminer, on les liste directement ici. On peut en rajouter manuellement. Hein. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on va appeler le fichier qu'on a conçu. Alors, vous faites d'abord une première... pour construire votre fichier, le mieux, c'est d'abord de faire une première exportation des fichiers et puis ensuite de venir la combler, enfin, la constituer. Donc ici on ouvre le fichier. Alors sur un maître et un esclave, c'est intéressant parce que comme on va répéter 2 fois la même manœuvre, ben, plutôt que de se taper la quarantaine de DTC et les retrouver et risquer d'en louper un, autant faire une liste en fait. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK. Et là, en fonction des DTC qu'il aura trouvé, parce que là, comme je l'expliquais, cette liste, elle concerne un U31 et pas un U1, mais on va trouver des DTC communs. Mais en fait, il a désactivé les DTC que j'ai listés dedans. Donc c'est important d'avoir une idée précise de tout ce qu'on veut d'abord neutraliser et d'en faire une liste pour avoir un suivi plus facile. Parce que comme on va faire des essais, si jamais il faut en rajouter un, supprimer un, il vaut mieux retravailler sur une file, sur une liste. Une fois qu'on a fait ça, en fait, on va sauver le fichier. Donc là, en fait, le fichier, il va être renommé automatiquement par le logiciel. Il va intégrer un certain nombre de DTC qui ont été neutralisés dans le libellé, mais il peut aller jusqu'à 10 maximum, je crois. Il ne peut pas aller plus, donc il ne vous mettra pas la quarantaine en liste. Sinon, ça va faire un fichier beaucoup trop long, il ne pourra pas l'exploiter. Mais bon, au moins, ça vous permet de tout de suite différencier votre origine de celui-ci. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que je fais d'abord dans mon répertoire une sauvegarde, un deuxième répertoire que j'appelle ORI pour original. Et puis, je fais une copie au préalable dedans. Ça évite des mauvaises surprises si on touche un fichier et qu'on a oublié de le sauvegarder. Donc je fais ça et dans original je fais coller. Voilà. Merde. Voilà. Bon, j'ai fait une mauvaise manip. Je recommence, copier. Voilà, coller. Donc comme ça, on a toujours un original au cas où. Ça, c'est important de faire des sauvegardes et veiller à en avoir, de les dater, hein, parce que si vous ne faites
pas mal d'essais, autant les dater. Quand vous faites des modifications de version, par exemple, dans ce fichier qu'on aura sauvegardé, alors là je ne l'ai pas sauvegardé, je vais le faire. Dans ce fichier que j'aurais sauvegardé, imaginons que j'ai encore retravaillé le fichier. Ben moi, ce que je prends l'habitude de faire, c'est mettre à la fin, je mets V1 pour la première version. Comme ça, au moins, je sais me retrouver sur mes fichiers. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a notre fichier modifié. Et là, on va pouvoir le réécrire dans le calculateur. Alors, je vais encore revenir un petit peu sur la configuration du logiciel et ce qu'on peut faire. Donc ici, on peut exporter les DTC qui ont été basculés en off. Donc il va nous faire une liste complète. Donc là, je fais enregistrer. Et si je vais l'ouvrir, je vais retrouver ici, ça doit être celui-là. Voilà. Donc ça, vous voyez, par rapport à la liste, il a réussi à basculer off que ceux-là, que ceux qu'il a identifiés dans le calculateur. Donc on ne peut pas faire d'erreur si on a fait un DTC qui n'existe pas, par exemple. On ne peut pas écrire sur un DTC qui n'existe pas. Par contre, il y a une particularité qu'il faut que je vous montre aussi, c'est que parfois vous avez des DTC qui sont à deux endroits différents. Donc ça, c'est important aussi quand vous regardez vos DTC. Donc par exemple, là on est sur du P0 quelque chose. Donc ça va jusqu'à... Vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Et en fait, si on prend le début, et qu'on arrive dans les, par exemple dans les 12 quelque chose, on va retrouver des DTC communs qu'il faut neutraliser. Alors peut-être pas sur cette version parce qu'on n'est pas sur la 31, mais en tous les cas sur la 31 j'en ai vu des communs. Donc en fait quand vous faites votre recherche sur le fichier qu'on a vu tout à l'heure, hein, celui que j'ai ouvert ici, non pas celui-ci, celui que j'ai ouvert, alors je reviens dessus, donc sur celui-ci, la 2L. En fait quand on va faire des recherches sur EGR ici, on va faire suivant, et il va nous les retrouver à chaque fois dans des libellés différents. Et au bout d'un moment, on va voir si c'est le cas sur celui-ci. Non. Au bout d'un moment, vous allez trouver des libellés avec un code DTC qui sera en hexadécimal, par exemple. Et il faudra le noter, et puis il faudra le mettre dans la liste de ceux que vous allez neutraliser. Donc bien penser à vérifier les P0 quelque chose, et les chiffres, en fait, hexadécimales qu'on voit ici à gauche, ou à droite plutôt, qui reprendront la même syntaxe. C'est-à-dire, si par exemple on a, je sais pas, 1247, on va retrouver 1247 ici, mais sans le P. Donc il faudra le neutraliser aussi. Ça concerne aussi les DTC des vannes EGR. Donc bien consulter en fait ce fichier-là, c'est pour ça que c'est important de le sauvegarder, pour identifier tout ce qui concerne donc vos vannes EGR, et puis neutraliser au fil de l'eau vos DTC. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien travaillé sur son fichier et qu'on est sûr qu'il est OK, donc là le fichier est ici, on va retourner sur l'ordinateur. Donc on fait toujours attention à ne pas basculer la machine. Voilà. Donc ici en fait, je ouvre mon fichier. Voilà. Donc maintenant, imaginons qu'on ait fini nos DTC et qu'on veuille écrire. Donc l'écriture, c'est un peu comme la lecture. On va cliquer ici, on va dans Restore, mais ici on va utiliser uniquement
la flèche. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur écriture. Et là, on va aller donc sur notre clé, le fichier qui nous intéresse. Et vous voyez, le fichier, donc on le retrouve en première ligne ici. Je double-clique dessus. Et là, il lance l'écriture. C'est là qu'il va vérifier le checksum. Donc ça prend quelques secondes au démarrage. Si il est anormal votre fichier, ben, il va donner une erreur tout de suite. Et donc ça veut dire qu'il faudra le vérifier. S'il est capable de calculer le checksum, eh ben, on voit qu'il commence l'écriture. Donc là, ben, c'est le moment délicat. Il doit aller jusqu'à 100% ben, dans les meilleures conditions. Et une fois qu'il a terminé, il vous le dit. Il vous dit aussi si ça s'est bien passé, si ça s'est passé correctement jusqu'à la fin. Et là, vous avez ensuite terminé. Ça va relativement vite. Hein. Donc il regarde le fichier à l'ouverture, mais il va regarder le checksum en fin d'écriture aussi. Donc quand il va arriver à 99%, ça va prendre un petit temps d'arrêt, le temps de recalculer tout ça. Donc le Ketag, bah, ce boîtier-là, évidemment, c'est un boîtier chinois qui marche très très bien. Donc là, moi, je suis sur une version Ketag 2.23 et firmware 7.0.20. Et franchement, j'utilise depuis pas mal d'années maintenant et c'est vraiment un petit engin qui marche très très bien. J'ai jamais eu de plantage avec ça. Donc ce qu'il faut simplement veiller, c'est avoir un PC, donc là je suis sur un Windows 7, un PC qui soit à jour de ces mises à jour, qui soit à jour de toutes les parties de Windows qui pourraient l'empêcher de fonctionner correctement. Moi, ça m'était arrivé au début d'avoir des difficultés à le faire fonctionner. C'était simplement les mises à jour de Windows qui n'étaient pas correctement faites. Et dans ce cas-là, vous avez des anomalies de checksum qui peuvent apparaître. Donc faites vos mises à jour complètement. Ayez un PC qui soit sain, sans virus de préférence, pour éviter tout problème. Donc voilà, donc là il arrive quasiment... Alors il y a la partie bleue, c'est la partie préparation de fichiers, la partie rouge, c'est la partie écriture. Donc la préparation de fichiers va toujours un peu plus vite que l'écriture, forcément. Donc là, il termine l'écriture. Donc c'est un peu plus long sur la fin. Donc là, on est patient. Et la patience sera un résultat positif. Elle sera récompensée. Une fois que vous avez fait ça, vous refermez votre boîtier ECU hein, avec le couvercle métallique, je vais vous montrer, les vis. Et puis vous avez plus qu'à le réinstaller dans votre Touareg. Alors ne jamais inverser le master et le slave, hein, votre véhicule ne démarrerait pas. Si vous vous trompez qui démarre pas, c'est parce que vous êtes trompé de sens. Donc il vaut mieux identifier le master. Donc voilà, là il termine. Et normalement, il va nous dire que tout est OK. Voilà, écriture terminée avec succès. Donc voilà, une fois qu'on a terminé ça, ben en fait, on débranche la partie alimentation, on soulève l'outil pour éviter de griffer les pistes, et on referme donc le petit capot sur le calculateur. Et on a fini. Donc là, en fait, on a fait le master. Donc bien évidemment, on fait la même chose pour le slave. Tout ce qu'on fait dans l'un, on le fait dans l'autre, hein, par pure réplication, hein, tout simplement. On ne prend pas de risque. Et on fait des tests sur la voiture. Si dans la voiture, ben, au bout
de quelques kilomètres de tests avec la montée en température moteur. Donc il y a certaines conditions qui peuvent générer des nouveaux DTC que vous n'avez pas prévus et qui vont apparaître avec votre maladie diagnostique. Ben, on refait la manip, on rouvre, on redémonte, on remet sur l'outil, on refait une lecture. Alors, côté logiciel, on peut directement retravailler sur la précédente sauvegarde, la V1, pour modifier le DTC qu'on aurait oublié, ou la rajouter ou l'enlever. Et puis on refait une sauvegarde et on réécrit dans le calculateur. Donc si on est méticuleux, soigneux, ça va très très bien faire. Il faut évidemment bien mettre l'outil en place pour éviter tout souci. Donc ça c'est important de bien le positionner à partir de la droite. Donc surtout ne le mettez pas sur la partie gauche, vous pourriez envoyer des tensions à des endroits qui ne sont pas prévus. Donc on regarde bien le plan pour mettre les pins correctement. Et puis on travaille hors tension, c'est-à-dire qu'on débranche cette partie 12 volts ici pour éviter toute erreur et on le branche qu'à la fin. Voilà, donc le logiciel dont je vous parlais qui marche très très bien, donc je rappelle, ça s'appelle DTC2, donc la version 0.71. Je vous mettrai dans la description le lien pour aller sur le site. Vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés, vous pouvez communiquer avec cette personne qui répond très très vite. Son site web est vachement bien fait. Il ouvre des tickets si vous rencontrez une difficulté et il vous aide. Ça coûte pas très cher quand on veut faire un calculateur une fois de temps en temps, hein, c'est 20 €. Donc là, vous voyez, par exemple, le mien, il restait 53 jours de validité. Si j'ai besoin de rallonger, ben, je reprends une licence. Et franchement, ça sert à rien d'aller prendre des logiciels chinois qui sont vérolés à souhait et de contaminer votre machine. Là, on a quelqu'un qui fait très bien le boulot depuis de nombreuses années et ça marche très très bien. Donc moi, je continuerai à fonctionner avec ce logiciel. Donc je vous mets les descriptions dans le lien, enfin dans les liens sous la vidéo, et puis vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à remonter les calculateurs et faire vos tests. À bientôt!